Sur FLP Radio, on retrouve Star Sun Magazine, le magazine People de la Côte d'Azur. Les interviews avec Laetitia Atlani et Star Sun Magazine, le magazine People et culturel de la Côte d'Azur. Tout de suite, son invité. Et aujourd'hui avec nous sur Stars and Sun Magazine et FLP Radio, Madame Laura Tanoudji. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Non, mais je suis ravie d'être avec vous ce matin. C'est un véritable plaisir. Laura Tanoudji, dit Laura du web, vous êtes responsable d'une chronique consacrée au web, donc sur Télématin depuis de nombreuses années maintenant. Et bien sûr... Vous osez même pas dire le nombre d'années. Hein. On le dit plus tellement que vous êtes connue, donc... Voilà, et bien sûr, vous êtes donc l'épouse de notre maire, Christian Estrosi. Donc, merci beaucoup d'être avec nous et de répondre à nos questions. Non, mais je vous le redis, c'est un plaisir d'être avec vous et de répondre aux questions que je ne connais pas encore. Donc, pour l'instant, c'est un plaisir. Peut-être que je vais changer d'avis pendant l'interview. On sait jamais. Donc, pouvez-vous tout d'abord nous parler de votre profession ? Comment êtes-vous devenue journaliste ? J'avais depuis longtemps envie de l'être, en tout cas quand j'ai fait des études d'histoire et j'avais vraiment en tête de faire du journalisme. Je pense que on en a envie de manière assez naturelle. Moi, vraiment, ce qui est incroyable, c'est que c'est en regardant Télématin. J'étais fan de Télématin depuis que j'étais petite, que j'ai eu envie de devenir journaliste. Et William Lémergie m'a vraiment donné envie de faire ce métier et de voir que j'y suis arrivée en entrant dans le média que j'adulais. C'est quelque chose d'incroyable. Après, je pense que quand on a un caractère très curieux, comme le mien, quand on aime poser des questions, quand on s'intéresse aux autres et à ce qui se passe autour de nous, le journalisme est un métier exceptionnel. En fait, votre métier vous permet chaque jour d'apprendre. Donc, alors bien sûr qu'on apprend dans tous les métiers, mais là, on est quelque part rémunéré pour se cultiver, apprendre, découvrir. C'est quand même quelque chose de fabuleux. Du coup, quel conseil vous donnerez aux jeunes qui auraient envie de devenir journalistes pour réussir ? D'oser, d'être très curieux. Je pense que la curiosité est indispensable et d'aimer les autres. C'est difficile de faire ce métier sans aimer les autres parce que vous allez tous les jours être au contact de personnes, d'étrangers en fonction du secteur que vous choisissez. Parce que moi, c'est le digital, donc effectivement, je suis amenée à rencontrer beaucoup d'entrepreneurs. Mais depuis le temps que je pratique, j'ai eu la chance d'interviewer Simone Veil, des grandes personnalités. Et donc, il faut toujours être dans l'empathie, comprendre et se mettre à la place de celui à qui vous vous adressez. Souvent, vous recevez beaucoup de dossiers de presse ou quand vous interviewez une personnalité, vous dites il faut que j'apprenne le maximum de choses sur cette personne. Et c'est un conseil que m'avait donné William Lémergie à l'époque. Il m'a dit il faut toujours te mettre à la place de celui à qui tu parles et poser les questions que la personne lambda aimerait poser elle aussi. Et ne pas réciter ce que tu as appris, parce que quand vous apprenez une biographie d'une personnalité et que vous allez la rencontrer, vous allez lui poser des questions en fonction de ce que vous avez appris. Or, la personne qui regarde, en tout cas si c'est du grand public, l'émission, qui vous écoute, elle ne sait pas tout ça. Donc il faut se mettre à la place des gens à qui vous vous adressez. Et ça, je pense que c'est fondamental. Comme quoi, tous les rêves sont possibles si on s'en donne les moyens. Je pense que tous les rêves sont possibles. Après, en fonction des rêves, ils sont plus ou moins accessibles. Mais et puis surtout, je pense que ce qui est indispensable aussi, c'est de lire beaucoup. Aujourd'hui, la lecture a tendance à se perdre. On est effectivement de plus en plus collé aux écrans, donc on lit des articles, mais on lit moins d'articles de fond parce que le temps de concentration sur un écran n'est pas le même que celui sur un format papier. Donc ma recommandation, c'est de lire le plus possible et surtout, voilà, de soigner le français, ce qui se perd de plus en plus. Vous êtes né à Paris et donc du coup depuis quelques années votre cœur est partagé, on peut le dire, entre deux villes. Paris d'un côté avec votre profession, Nice de l'autre avec votre époux. Comment est-ce que vous arrivez donc à faire la part des choses et aussi et surtout à être aussi disponible pour Nice ? J'essaye, alors déjà j'ai une nature hyperactive, je pense, qui me permet de faire tout ça. Il y a des moments où c'est vrai que les réseaux sociaux, on a tendance à montrer une image de soi quand tout va bien, et ce qui est normal parce que c'est un réseau qui se veut non anxiogène, et c'est pour ça que moi
c'est le réseau que j'affectionne le plus. On est là pour prendre des bonnes ondes et pas pour partager ses soucis. Donc les gens se disent mais comment vous faites? Vous êtes à Nice, vous êtes à Paris, vous êtes dans les avions avec vos enfants. C'est Wonder Woman. Oui, mais c'est vrai que mais il y a des moments vraiment où je peux craquer, où c'est fatigant parce que la semaine effectivement vous condensez tout en une semaine, votre job, mais aussi vos amis parce que comme vous le disiez, je suis née à Paris, j'ai passé 40 ans de ma vie à Paris, donc j'ai beaucoup d'amis qui résident. Donc si j'ai pas envie, l'amitié c'est quelque chose de très important pour moi, donc je veux pas les mettre de côté. Donc c'est aussi plus sa famille. Et les enfants, et puis le week-end arriver ici et dans une ville que j'adore et que je connaissais parce que j'ai eu la chance d'y passer de nombreux étés et de vacances parce que mes grands-parents vivaient la moitié de l'année juste à côté de Nice. Donc c'est vrai que j'étais pas en terre inconnue. C'est une ville que j'affectionne, qui est exceptionnelle, belle, riche dans ce qu'elle dégage comme énergie, riche culturellement, riche par son passé, son histoire. Donc c'est agréable. Souvent je dis si j'avais épousé le maire de Dunkerque, et je n'ai rien contre Dunkerque, attention, hein, mais est-ce que j'aurais eu la même envie, la même énergie pour partir tous les week-ends? Je ne sais pas. Donc là c'est vrai que le fait d'avoir mon mari et de le retrouver, c'est aussi une motivation, et puis de retrouver une ville que j'aime, c'est important. Après quand on a la chance de faire quelque chose qu'on aime, forcément on trouve l'énergie pour. Et après, c'est de la disponibilité. Parfois, je râle parce que j'arrive le week-end et qu'il y a beaucoup d'obligations et je vois pas mes enfants. Donc, en fait, moi, ce qui me pèse, c'est pas tant d'avoir du temps pour moi. Ça, j'arrive à le trouver toujours un petit peu. C'est surtout de me dire, je veux pas manquer de temps de partage avec mes enfants. Ça grandit tellement vite. Voilà, ça, c'est quelque chose. Ce qui me tiraille le plus, c'est ça. Mais j'arrive à trouver, en général, à trouver toujours une solution. Et super. Et justement, du coup, quel est votre secret, votre secret de routine, justement, pour rester en forme? De me coucher pas trop tard. Je pense que j'étais très proche de mes grands-mères. Elles m'ont toujours dit la meilleure crème anti-rides, c'est le sommeil. Et effectivement, de pas me coucher trop tard et d'avoir une vie saine, parce qu'on peut pas avoir cette vie-là qui est quand même dans une très frénétique, qui est une vie très frénétique, et en même temps se coucher très tard, boire, fumer, ne pas faire de sport. Donc voilà, ça compte. Mais après c'est naturel. Moi j'ai jamais fumé, j'ai une vie saine depuis toujours. J'ai des parents très sportifs qui m'ont toujours inculqué cette qualité de vie et voilà ces valeurs. Donc après c'était plus facile de les suivre. Donc je pense que voilà, pour avoir un rythme comme ça impose une vraie discipline dans son quotidien. En tout cas, pour perdurer dans le temps et être aussi efficace. Très bien. Du coup, au cours de votre carrière, donc vous avez fait de nombreuses choses. Quelle est votre plus grande satisfaction personnelle et quel est votre plus grand regret, si vous en avez un, personnel ou professionnel d'ailleurs? Satisfaction personnelle? Oui, personnelle ou professionnelle. Satisfaction professionnelle, c'est pour l'instant, d'avoir, quand on est enfant, on a des idoles, on a des rêves, on dit j'aimerais un jour faire ça, et de pouvoir, quand je vous parlais de Télématin, de me dire tiens, c'est une émission que j'ai regardée en rêvant d'y travailler et d'avoir réussi à en être une des figures tutélaires, c'est quand même extraordinaire de dire voilà, je l'ai voulu et j'ai réussi par le travail, ça se fait pas tout seul, il suffit pas de le vouloir, mais à arriver à ce que je voulais, c'est une vraie satisfaction. Et ma satisfaction, j'ai envie de vous dire presque, qui est professionnelle mais qui est personnelle, c'est d'arriver à faire un métier où je peux apporter aux autres, c'est-à-dire où je peux venir en aide aux autres. Ça, c'est une grande satisfaction de pouvoir vous dire que vous mettez en avant des jeunes entrepreneurs, des gens qui ont besoin de vous, des associations, et que grâce à vous, vous faites bouger les lignes. Ça, c'est quelque chose de, pour moi, super, de fondamental, et qui vous remplit aussi personnellement parce que vous vous sentez utile. C'est très gratifiant du coup. Donc vous avez été adopté, on peut le dire, dès les premiers jours par tous les Niçois, et vous semblez être du coup très fusionnel avec votre mari. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre avec Christian Estrosi?
On s'est rencontrés sur un projet à Nice autour du digital, toujours grâce à William Lémergie qui connaissait bien mon mari. Et pendant 2 ans, on a travaillé sur ce projet et on était vraiment amis, parce que moi j'étais en plus avec le papa de mon fils et c'était vraiment sans aucune ambiguïté, dans le respect le plus total. Et puis après, les choses ont évolué. Moi, ma situation a évolué. Mon mari, qui ne l'était pas à l'époque, m'a vu sous un angle différent et sûrement moi aussi. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que c'était pas quelque chose de passionné. Ça veut pas dire qu'on n'est pas passionné dans notre relation, mais c'était pas un coup de foudre sur un coup de tête où vous rencontrez quelqu'un et du jour au lendemain vous vous mettez ensemble. Là, quand on s'est mis ensemble, on se connaissait déjà. Donc c'est quand même quelque chose. Ça permet d'avoir un socle très solide. Tout à l'heure, on en parlait du coup des réseaux sociaux. Donc on l'a compris, les réseaux sociaux font partie du coup de votre quotidien. Pendant le confinement d'ailleurs, vous avez été très actifs dessus. Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux et est-ce que vous pensez que ça soit réellement un bon moyen de communication et du coup, quels sont les dangers selon vous ? Non, mais les réseaux sociaux, c'est capable du pire comme du meilleur. Moi, aujourd'hui, c'est à cause des réseaux sociaux qu'on est bridé. On n'ose plus rien faire. On voit les comportements de chacun. Faut pas que je fasse ça, sinon ça va se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, on a une attention particulière à nos comportements qui nous font perdre une certaine spontanéité. À la fois, ça permet de dénoncer des crimes, d'être au courant de ce qui se passe à l'autre bout du monde avec une rapidité incroyable et de pouvoir y être sensibilisé, ce qui n'était pas le cas avant. Donc quand ça relaie des informations, ça aide des jeunes, ça permet de sauver des vies, tout simplement. Quand vous voyez des cagnottes apparaître pour aider des enfants malades à financer leur traitement, quand vous avez la possibilité d'aider et que la sollicitation vient des réseaux sociaux, là on dit c'est magique. Ça l'a été pendant le confinement pour tout le personnel hospitalier. Les gens se sont vraiment aidés. Il y avait un tel élan de solidarité qui a été rendu possible grâce aux réseaux sociaux. Donc en ça, je trouve que c'est absolument magique. Et comme toute chose magique, il y a le revers de la médaille et il y a une surexposition. Il y a notamment, je dirais que Twitter est le réseau que j'affectionne le moins par sa violence psychologique, parce que comment vous pouvez détruire quelqu'un du jour au lendemain et l'assaillir de messages de haine. Voilà, je trouve que c'est un miroir de la société qui aussi fait peur. Quand on voit la haine qui déferle aussi sur les réseaux sociaux, c'est à la fois fantastique et à la fois très très violent. Donc oui, avec précaution. Voilà, outil de communication évidemment, et surtout savoir s'en servir, et pour les jeunes générations faire très attention. Je vois trop d'influenceuses qui sont suivies par des centaines de milliers de personnes. C'est affligeant. C'est-à-dire qu'à part où ça donne des références, quand je vois certaines influenceuses, j'ai rien contre elles, du tout, mais qui sont suivies par des centaines de milliers de jeunes filles, de très jeunes filles, parce que ça commence de plus en plus tôt. À partir de 11 ans, on se connecte sur Instagram, voire plus tôt, et on a en référence ces jeunes filles, souvent avec des bouches ultra pulpeuses, un corps qui ressemble plus à celui d'une Barbie qu'à celui d'une jeune fille ou d'une femme. Et donc, je trouve que ça met en tête de ces jeunes filles une course à la perfection qui est ultra néfaste. Des anorexiques, les anorexiques qui se multiplient. Voilà, les dégâts que ça cause. Je prends un exemple, celui d'Instagram sur les jeunes filles. Voilà, vraiment avec des précautions. Il faut que les parents soient très très attentifs, parce que quand vous voyez toute la journée des jeunes femmes parfaites, quasi parfaites, entre les filtres, les logiciels de retouche, la façon dont c'est mis en avant, vous vous dites forcément, maintenant, surtout on sait ce que c'est quand on est adolescente, on est pleine d'incertitudes, de complexes. Vous dites, mais je ressemble pas à ça, et ça crée un déséquilibre qui est très mauvais. Donc il y a plein de comptes à suivre qui sont positifs, et The Body Optimist que j'adore, qui met en avant
toutes les femmes et qui met aussi des influenceuses qui montrent avant après, c'est-à-dire qu'elles se montrent super jolies en maillot de bain et la photo d'à côté c'est les mêmes mais prises sous un autre angle pour montrer qu'elles ont des défauts, qu'elles ont de la cellulite, qu'elles sont pas parfaites. Et ça, je trouve que c'est important d'initier en tout cas la jeune génération à un monde qui n'est pas parfait. Justement, en parlant de monde qui n'est pas parfait, malheureusement, on vit avec le Covid-19. Donc, il a bouleversé nos vies et notre quotidien. Et la crise n'est malheureusement pas finie. Donc, le port du masque s'avère désormais une nécessité absolue, en plus des gestes barrières, bien sûr, pour enrayer le virus. Est-ce que vous pouvez nous dire justement qu'est-ce que vous pensez de cette crise et surtout de la gestion de cette crise ? La crise, comme tout le monde, on la vit de plein fouet et là on est encore dedans, donc c'est difficile d'avoir du recul. Il y a des effets positifs, tout le monde l'a vu sur une prise de conscience. Et encore, je trouve que ça passe vite. Quand on était confinés, on écoutait le bruit des oiseaux, on se disait on reprendra plus la voiture, et voilà. Et on se rend compte quand même que la vie, reprend. Je dis pas quasi comme avant, mais presque quand même. Je trouve que ça moi je cours régulièrement, je fais attention et ayant eu le Covid-19, j'espère que je suis immunisée, donc je ramasse plus facilement les masques que des personnes qui ne l'ont pas eu et qui ont peur d'attraper le virus en ramassant des objets. Voilà, je trouve qu'il y a encore de certaines personnes, alors évidemment, c'est encore peut-être des minorités, mais on fait pas attention, il y a des masses partout par terre, c'est compliqué. Donc je trouve que ça a été positif pour une prise de conscience parce que je pense que dans la façon de faire les choses, ça sera différent aujourd'hui. C'est effectivement une prise de conscience et dans la manière d'entreprendre, c'est positif, y compris dans le télétravail. Voilà, ça c'est les choses positives, le fait de voir que on peut se mettre au télétravail, que les entreprises ont compris que ça pouvait fonctionner. Et vous redoutez du coup une seconde vague ? Vous redoutez une seconde vague ? Je pense que de toute façon on reconfinera plus comme avant parce que on n'en a pas la possibilité, ne serait-ce qu'économiquement parlant. On la redoute, on voit les chiffres en ce moment qui augmentent quand même. Après, est-ce que le virus est moins fort ? Est-ce que il faut avoir un peu de recul ? Parce que là, on teste des gens positifs qu'on n'avait pas la possibilité de tester au moment où le Covid est arrivé en France. On n'avait pas les moyens, en tout cas médicaux nécessaires pour tester les personnes. Aujourd'hui, on les a, donc ça nous permet de voir les gens positifs et on sait que le virus évolue entre le moment où vous êtes déclaré positif et le moment où vous rentrez pour certains en réanimation. Il se passe plusieurs semaines, c'est pas immédiat. Donc je pense qu'il faut surveiller effectivement la situation. Je crains, comme tout le monde, une deuxième vague. On est dans l'incertitude. On se dit, est-ce que les événements vont tenir ? Est-ce que pour ceux qui ont des mariages, est-ce que les mariages vont tenir ? Est-ce que les concerts ? Est-ce que les grands événements qui commencent à être reprogrammés à la rentrée vont pouvoir se faire ? Donc en ça, c'est compliqué parce qu'on est obligé de vivre le moment présent sans rien prévoir. Et ça, c'est vrai que pour une société comme la nôtre qui avait tendance à tout programmer, c'est assez déstabilisant. Donc il faut faire attention. Maintenant, je fais partie de ceux aussi qui se disent évidemment, il faut protéger les gens fragiles, il faut protéger les autres, mais on est en train de se rendre compte qu'il y a un virus qui tue effectivement de nombreuses personnes, surtout des personnes fragiles. Mais on n'est pas aussi sensible quand on voit que la malaria, que Ebola a fait beaucoup plus de morts. C'est-à-dire que d'un seul coup, parce que ça nous concerne, ça y est, on est ultra sensibilisé. Mais des maladies qui font des milliers de morts par an, il y en a beaucoup. Et il y a un tableau qui a circulé un peu sur les réseaux sociaux qui disait qu'entre janvier et juin, il y avait eu effectivement beaucoup de morts du Covid, mais encore plus de maladies infectieuses. Il y avait 3,7 millions de morts du cancer. Il y avait plein d'autres maladies qui étaient encore plus violentes. Donc voilà, il faut faire attention évidemment au Covid, mais il faut faire attention de manière générale. Voilà, d'essayer de se protéger, d'avoir une vie la plus saine possible. Et du coup, quel est votre message de soutien, on va dire d'espoir que vous voulez donner à la population ? Non, mais je pense que des épidémies, il y en a eu. Enfin, si on regarde l'histoire, il y a toujours eu des épidémies. Donc, on se croyait plus fort parce qu'on maîtrise beaucoup plus de choses. Mais voilà, là, on se retrouve face à nous-mêmes. Et l'espoir, c'est que le Covid, on a quand même les moyens de s'en prémunir, qu'on peut
protéger les personnes qui sont plus fragiles, plus âgées. Donc on a quand même des solutions. On n'a pas rien du tout. C'est pas un virus terrassant où vous mourrez en 3 jours. Donc on a quand même beaucoup de chance dans notre malheur. Voilà. Donc il y a toujours de l'espoir et garder cet élan de solidarité et ne pas céder à certaines sirènes où on voit qu'il y a un repli, que les gens peuvent être agressifs. Au contraire, je pense que le message que je veux faire passer, c'est l'union fait la force et plus on sera ensemble unis et solidaires, plus on vaincra ce virus. Dernière question, du coup, quels sont vos projets professionnels et personnels du coup à venir ? Alors mes projets professionnels à la rentrée, j'espère reprendre Télématin dans des conditions normales parce que jusqu'à présent on était limité à un nombre de passages par semaine à cause du Covid parce qu'il fallait respecter des distances, on ne pouvait pas être aussi nombreux qu'on l'était en plateau, donc j'espère pouvoir reprendre pleinement l'émission. Je continue d'officier sur TV5 Monde toutes les semaines dans l'émission de Guillaume Durand. Normalement toujours un peu de radio avec Sud Radio, un partenariat, enfin une collaboration avec La Tribune. On va mettre en avant toutes les startups qui font du bien justement à notre pays, et puis de continuer les Insta live que je fais tous les samedis parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, et peut-être de regarder s'il n'y a pas une émission à faire autour de ça qui met en avant tous les talents qu'on a en France, et j'aimerais vraiment faire une émission qui ait pour objectif de dénicher les talents, quels qu'ils soient, quel que soit domaine, culturel, économique, voilà, mais de se dire voilà, on va chercher des personnes qui méritent d'être dans la lumière et qui ne sont pas parce que par manque de moyens ou par manque de temps ou par manque de connaissances. Eh bien, super, donc plein de beaux projets à venir. Eh bien, Laura Tanoudji, merci beaucoup d'être avec nous, merci beaucoup pour votre temps. Et on va vous laisser retrouver du coup votre famille et passer un excellent week-end. Merci à vous en tout cas, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Vous venez de découvrir une interview de Laetitia Atlani et Star Sun Magazine, le magazine people et culturel de la Côte d'Azur. FLP Radio, Feel the Music. FLP